Juste après les indépendances, un rêve incroyable a traversé le continent africain. L'unité. Mais attention, cette idée, qui a l'air toute simple, a en fait déclenché un débat idéologique hyper intense. Allez, on va plonger là-dedans ensemble pour voir comment cette vision grandiose s'est heurtée à la dure réalité politique. Et tout par-delà de cette ambition immense, formulée en 1958. On ne parle pas juste de coopération, hein. Non, l'idée c'était carrément de créer un super-État, des États-Unis d'Afrique. C'était le point de départ, l'idéal qui a vraiment enflammé toute une génération de leaders. Ce qui alimentait tout ça, c'était le panafricanisme. Un concept super puissant, très inspirant, mais aussi, et c'est là que ça se complique, un concept assez flou. En gros, tout le monde était d'accord sur le mot unité, mais personne n'arrivait à se mettre d'accord sur ce que ça voulait dire concrètement. Alors, cette frise chronologique, elle nous montre un truc fou. Tout s'est joué en seulement 5 ans. 5 petites années, mais hyper tumultueuses. On est passé de l'idéalisme pur et dur de 1958 à un compromis beaucoup plus pragmatique en 1963. Et entre les deux, des crises, des divisions qui ont bien failli tout faire capoter. Voilà, on arrive au cœur du problème. L'objectif, tout le monde le partageait. Mais les chemins pour y arriver, ah là, ils étaient radicalement opposés. Il n'y avait pas une, mais au moins 3 visions qui s'affrontaient pour définir cette fameuse unité africaine. Très vite, le débat s'est vraiment polarisé autour de 2 camps. D'un côté, on a la vision radicale de Kwame Nkrumah, le président du Ghana, un vrai champion du panafricanisme. Lui, il voulait une union politique, et tout de suite, pour combattre ce qu'il appelait le néocolonialisme. Et de l'autre côté, on avait des dirigeants beaucoup plus prudents, qui préféraient une approche progressive, étape par étape, pour préserver à tout prix la souveraineté de leur nation toute neuve. Et puis, il y avait même une troisième voie. Pour des leaders comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, tout ce débat politique, c'était une perte de temps. Pour lui, l'urgence, ce n'était pas du tout de créer un super-État, mais de se concentrer sur l'économie. Il voyait ces nouvelles institutions politiques comme un gaspillage inutile. Et bien sûr, ces désaccords d'idées ont fini par créer 2 blocs bien distincts. D'un côté, le groupe de Casablanca, avec une Nkrumah en tête, qui poussait pour un gouvernement central fort. Et en face, le groupe de Monrovia, bien plus nombreux, qui martelait l'importance de la non-ingérence et du respect absolu de la souveraineté de chaque pays. Le continent était, littéralement, coupé en 2. Et cet affrontement, ce n'était pas juste une bataille d'idées, hein. Très vite, un événement tragique va venir tester tout ça dans le monde réel et révéler à quel point la désunion pouvait être dangereuse, la crise du Congo. Et là, la question se pose, que se passe-t-il quand les divisions sont si fortes qu'elles mènent à la paralysie? Parce que la crise congolaise a été la preuve par l'exemple. L'incapacité à agir a eu des conséquences dramatiques, pas seulement pour le Congo, mais pour l'idéal panafricain lui-même. On est en 1960. Le Congo vient d'être indépendant et plonge tout de suite dans le chaos. L'armée se mutine, une province hyper riche en minerais, le Katanga, fait sécession. Bref, il fallait une intervention africaine, commune et surtout rapide. Mais au lieu d'une réponse unie, qu'est-ce qu'on a? Une paralysie totale. Les mêmes divisions entre le groupe de Casablanca et celui de Mandrevier se sont retrouvées sur le terrain au Congo. Incapables de se mettre d'accord, les États africains sont devenus de simples spectateurs. Et cet échec, il a eu une conséquence terrible. Patrice Lumumba, se sentant complètement lâché, va se tourner vers l'Union soviétique. Et là, d'un coup, il brise le principe de non-alignement et il fait basculer une crise africaine en plein dans la guerre froide. Cet échec au Congo, ça a été un véritable électrochoc. Les dirigeants ont compris que leur division était devenue trop dangereuse. C'est dans ce contexte, avec un vrai sentiment d'urgence, qu'ils se sont tous réunis pour un sommet historique, en 1963 à Addis Abeba. Imaginez, 30 chefs d'État. C'était un rassemblement absolument sans précédent. L'enjeu était gigantesque, réussir à surmonter les divisions pour enfin créer une organisation continentale. La pression devait être énorme. Et pendant ce sommet, on a vraiment assisté à la confrontation finale entre les 2 visions. D'un côté, Nkrumah, fidèle à lui-même, qui a plaidé une toute dernière fois pour son grand projet de gouvernement continental, et en face, le Premier ministre nigérien, Tafawa Balewa, qui a résumé la position des modérés en disant, en gros, que cette union politique était prématurée et que la priorité absolue, c'était de respecter la souveraineté de chacun. Le débat semblait complètement bloqué, jusqu'à l'intervention de l'Algérien Ben Bella. Et là, il va faire un coup de génie. Il va complètement déplacer le sujet. Au lieu de se focaliser sur les divisions internes, il va pointer du doigt un ennemi commun et un objectif hyper concret. La lutte contre le colonialisme et l'apartheid en Afrique australe. Et soudain, un terrain d'entente est apparu. Et voilà ce qui est sorti de ce compromis.
la charte de la toute nouvelle Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Quand on lit ces principes, le verdict est sans appel. C'est la vision du groupe de Monrovia, la vision modérée, qui a gagné. Tout l'accent est mis sur la protection de l'État-nation, pas du tout sur sa dissolution dans un ensemble plus vaste. Alors, quel est l'héritage de cette organisation qui est née d'un compromis? Eh bien, il est double. D'un côté, la création de l'OUA, c'est une victoire historique, c'est indéniable. Mais de l'autre, ça marque aussi l'abandon du rêve initial. Cette citation, qu'on attribue à Nkrumah et à ses partisans, elle est cinglante. Elle résume parfaitement leur déception. Pour eux, l'UOA, ce n'était pas une union des peuples, c'était un syndicat de présidents, un club de chefs d'État, dont le but principal était de se protéger les uns les autres et de garder leur propre pouvoir. Et ce graphique, il montre très bien la nature de ce compromis. La protection de la souveraineté et la non-ingérence, ça représente le cœur même de la charte. L'unification politique, le grand rêve de 1958, eh bien ce n'est plus qu'une toute petite partie, une préoccupation devenue mineure. Donc au final, le résultat c'est quoi? C'est la consécration du statu quo. L'OUA a été conçue avant tout pour une chose, défendre les frontières et les gouvernements qui existaient déjà. Le rêve un peu fou des États-Unis d'Afrique a été sacrifié sur l'autel de la souveraineté nationale. Alors, comment est-ce qu'on peut juger cet héritage avec le recul? Est-ce qu'il faut voir l'UA comme une simple alliance défensive, un peu conservatrice, qui protégeait les pouvoirs en place? Ou bien, comme le suggère une autre lecture, est-ce qu'il faut y voir quand même, malgré tout, l'incarnation d'un profond sentiment d'être africain, une connexion qui va au-delà des échecs politiques? La question, elle, reste ouverte.